je n'aurais jamais imaginé que rentrer de l'hôpital, après des semaines de convalescence, ressemblerait à une intrusion dans ma propre vie. Le taxi s'éloignait lentement, me laissant sur le perron de ma maison à Chartres, où j'avais vécu 38 ans, la clé dans ma main, usée par le temps, ne tournait pas dans la serrure électronique, neuve, brillante. J'essayais encore, la secouais, comme si le froid d'automne avait grippé le mécanisme. C'est alors que je le voyais, une étiquette sur la boîte aux lettres, A.H. Martel, écrit en lettres cursives soignées, remplaçant mon nom, la maison que j'avais payée, les murs que j'avais peints en blanc cassé, les rosiers que je taillais chaque printemps. Tout semblait m'étranger. Une voix derrière moi, douce, tranchante, comme un couteau enrobé de miel, Céline. Oh, tu es rentrée tôt, me faisait sursauter. Je me tournais, Hélène se tenait là, 32 11, en legging noir et pull cachemire, un café au lait à la main. Queue de cheval parfaite, elle ne semblait pas surprise, plutôt agacée, comme si j'avais perturbé son matin. J'ai été libérée 2 jours plus tôt, disais-je lentement, ma voix rauque, étrange. Où est Adrienne? Hélène croisait les bras, son sourire figé. Au travail, nous ne t'attendions pas encore. Ma valise reposait près de ma canne sur le perron. Le chauffeur avait dû la poser là. Avant que je ne le remarque, ma canne, je la prenais. Je ne peux pas entrer, ma clé ne fonctionne pas, disait-elle légèrement. Oui, nous avons changé les serrures. Des trucs Lego, je la fixais. Quel truc Lego? Hélène ne sciait pas. Adrien a mis la propriété à notre nom. C'est pour ton bien. Céline, pour simplifier les impôts, tu te souviens, non, je n'ai jamais accepté ça, disais-je, ma voix montant. Hélène soupirait théâtralement. Tout a été réglé pendant ta convalescence. Tu as signé les papiers. Tu ne te rappelles pas. Procuration. Tu étais encore dans le brouillard après l'AVC. Je suppose. Mais c'est fait maintenant. Je sentais mes jambes vaciller. Je saisissais la rambarde du perron. Cœur battante. Je ne suis pas confuse, disais-je, ma voix plus forte. C'est ma maison. Un rideau frémissait de l'autre côté de la rue, les voisins observant, feignant de ne pas le faire. Hélène penchait la tête. Voix sirupeuse. Je pense que tu es encore un peu émotive. Tu devrais retourner à la résidence des Lilas. Il disait que tu y serais jusqu'à la fin du mois. Je suis partie tôt. Ils m'ont autorisé. Je ne suis pas confuse, répétai-je, mais mes mots semblaient sans poids. Je vis ici. Et Adrien et moi, vivons ici maintenant. Sa voix tombait dans un froid glacial. Tu devrais partir, Céline. Ça fait pas bonne impression. Rester là à faire du drame. Tu as besoin de réponse? Je vais appeler un transport. Je ne répondais pas. Je ne pouvais pas. Ma mâchoire se serrait si fort. Ça faisait mal. Elle se tournait, entrait et fermait la porte derrière elle. Juste comme ça, je restais dehors
devant cette maison 26 minutes, assez longtemps pour que mes doigts s'engourdissent, assez pour voir les gens de l'autre côté de la rue jeter un œil murmurer, assez pour que mon cœur se brise complètement. La canne dans ma main n'était plus juste pour l'équilibre, c'était la seule chose me tenant debout, car le poids dans ma poitrine, chagrin, trahison, humiliation, était trop lourd à porter seul. Alors c'est ainsi que ça finit, pensais-je, mais c'était pas la fin, pas encore. Quelques semaines plus tôt, je me réveillais dans une chambre d'hôpital froide à Orléans, une douleur sourde derrière l'œil droit, une infirmière, Elodie Fournier, appelant mon nom doucement, mais avec urgence. Céline, vous avez eu un léger AVC, vous êtes à l'hôpital, tout va bien. Cet instant, la pièce devenait floue, comme de l'eau sur du verre. Mon cerveau fonctionnait, mais lentement, loud, comme sous l'eau. Mes mots ne venaient pas correctement. Adrien était à l'hôpital dans l'heure. Hélène suivait avec un bouquet son téléphone déjà sorti, prenant une photo, comme si c'était une sortie scolaire. « Oh, maman », disait-elle, posant une main fraîche sur mon bras, « tu nous as fait peur, mais le médecin dit que c'était très léger. Tu as de la chance ?» Adrien hochait la tête solennellement, mais ses yeux ne croisaient pas vraiment les miens. Nous avons parlé, disait-il, s'accroupissant près de mon lit, comme s'il avait une nouvelle à annoncer doucement. Tu auras besoin de temps pour récupérer et la maison n'est pas l'endroit le plus facile maintenant. Les escaliers, le désordre, le stress. Oh. Je clignais des yeux, essayant encore de comprendre ce qui se passait. Je peux récupérer chez moi. Hélène intervenait. Nous avons trouvé un centre de soins magnifique à la résidence des Lilas à Orléans. C'est calme. Ils ont du personnel à temps plein. De la thérapie, ta propre chambre privée, c'est temporaire. Bien sûr, juste le temps que tu sois stable. Adrien ajoutait, nous nous occuperons de tout à la maison, factures, courses, courrier, nous viendrons tous les jours. Chaque mot était empreint de sollicitude, chaque regard, chaque contact, chaque promesse était polie, répétée. Dans cet état brumeux, brisé, je les croyais parce qu'ils étaient ma famille, parce que je voulais croire que je comptais pour quelqu'un, parce que je voulais pas être un fardeau. Alors je hochais la tête. En 48 heures, j'étais installée à la résidence des Lilas, un bâtiment à l'odeur neutre, aux murs beige, avec un personnel amical, des jeux de bingo quotidiens. Ma chambre avait un lit simple, un plateau au-dessus, une citation encadrée au-dessus de la commode. La guérison est un voyage, pas une destination. Je m'accrochais à cette phrase. Les premiers jours me disaient que c'était temporaire, qu'Adrien et Hélène me soutenaient, que j'avais de la chance. Ils venaient 2 fois la première semaine. Adrien apportait des magazines, un chargeur de téléphone. Hélène venait la seconde fois avec une boîte de thé à la verveine, un petit porte-bloc. Pour t'aider à suivre tes médicaments, j'étais si reconnaissante. J'ai même pleuré. Quant il partaillant. J'ai tant de chance, disais-je à Élodie ce soir-là.
Mon fils et ma belle-fille prennent si bien soin de moi. L'infirmière souriait, mais quelque chose vacillait dans ses yeux. Je ne le savais pas alors, mais j'avais vu ce regard avant dans mes années d'enseignement. Quand un élève rendait le travail d'un autre, pitié, resignation, un avertissement discret qu'on ne veut pas encore entendre, mais je ne voyais pas ce que c'était. Pas. Alors, je pensais être protégée, j'ignorais qu'on me mettait à l'écart. Les 2 premières semaines, ils appelaient tous les jours. Hélène répondait avec un salut. Maman, chantant, lumineux, remplissant les minutes de mise à jour joyeuse. Comment ils organisaient le garde-manger, peignaient la salle de bain d'amis d'un gris, apaisant. Comment Adrien réparait enfin la porte arrière qui grinçait comme je le demandais depuis des années. Parfois, elle tenait le téléphone pour que j'entende les coups de marteau. Tu vois, ils s'y mettent vraiment. Il dit que c'est thérapeutique. Adrien intervenait aussi brièvement. Je t'aime, maman. Tu sembles déjà aller mieux. C'était tout ce dont j'avais besoin, juste le son de sa voix. Ce garçon que j'avais élevé, me faisant sentir que j'avais encore une place dans le monde. En raccrochant chaque soir, je me sentais plus stable. C'était solitaire dans cette petite chambre aux murs beige, avec le clic discret des chaussures des infirmières dehors, mais leur voix rendait ça supportable. Je m'allongeais, fermais les yeux, imaginais la maison à Chartres et vivante de soins. Hélène gonflant les coussins, Adrien balayant les feuilles dans le jardin. Je les imaginais mettant de côté mon courrier, payant les factures, à temps, préparant une tasse de thé à la verveine, comme je l'aimais. Puis, d'un coup, les appels cessaient. Au début, je ne m'inquiétais pas. Ils sont probablement fatigués. Octupies ou peut être prépare-t-il une surprise, repeindre ma chambre, réorganiser les meubles, nettoyer les tapis à fond. Je me disais n'importe quoi pour empêcher le silence de s'installer, mais les jours passaient l'un après l'autre, sans téléphone qui sonne. Les infirmières étaient gentilles, mais leur vie n'était pas la mienne. Ma voisine de lit, Brigitte Vidal, 71, ronflait la plupart des après-midi, parlait dans son sommeil de mari-mort, de factures impayées. Les repas étaient chauds, mais sans goût. Les jours passaient en s'effaçant les uns dans les autres, comme s'ils n'avaient jamais compté. System, les jours se fondaient les uns dans les autres, comme de l'aquarelle. Fluss, faible. Oubliables. Après une semaine sans appel, je laissais un message vocal. Salut, mon chéri, disais-je, essayant de sembler joyeuse, juste pour prendre des nouvelles. J'espère que tout va bien à la maison. Vous me manquez, rien. 3 jours de plus. Puis j'envoyais un texto. Dites-moi quand vous êtes libre pour parler. J'aimerais savoir comment va la maison. Toujours rien. Je demandais à Élodie de vérifier mon téléphone. Peut être un problème, peut être les avais-je bloqués par accident. Elle regardait les paramètres soigneusement, secouait doucement la tête, me le rendait. Aucun problème ici. Madame Céline, sont-ils juste distraits? Charlie,
distrait. Ce mot pesait dans ma poitrine comme une pierre. Je jouais au bingo le jeudi, regardais les mêmes émissions de l'après-midi en sourdine, commençais même à lire les livres qu'Hélène avait apportés lors de sa seconde visite. Mais chaque fois que je voyais la photo de ma maison scotchée près de mon lit, celle qu'Adrien avait prise lors de notre dernier barbecue d'été, je ressentais le silence plus profondément. Ma maison, ma famille, ils étaient juste distraits. J'ignorais que pendant que je restais dans ce lit de convalescence, comptant les heures entre les appels, ils démolissaient ma vie, pièce par pièce. J'étais près de la fenêtre, regardant deux écureuils se poursuivre dans un platane, quand Élodie frappait doucement, entrait avec une tablette. Hein, Céline, disait-elle, comme toujours, tu utilises Instagram. Parfois, répondais-je, mais redressant. Pourquoi? Elle s'approchait, s'asseyait près de moi, une hésitation dans son sourire. Je scrollais dans des groupes de déco que je suis sur les rénovations modernes et regarde qui est apparu. Elle tournait l'écran vers moi. C'était Hélène, parfaitement posée, un pied derrière l'autre, souriant comme une influenceuse. La légende disait, aperçue de notre dernier projet de rénovation moderne et classique, a de montrer la transformation complète gâtée, vibes nouvelle maison. Objectif cuisine, bénia, mais c'était pas le sourire qui coupait mon souffle, c'était les placards derrière elle. Le bleu pâle que j'avais peint moi-même avec un poignet raide et du ruban de masquage, les salières poivrières en forme de coque en céramique de ma grand-mère, exposées comme des accessoires. Je prenais la tablette d'Élodie, zoomais sur l'écran, ma cuisine, mais dépouillée de moi, les plans de travail brillaient du marbre neuf, semblait-il. Les carreaux de sol, disparus, remplacés par des planches de bois coûteuses, mes rideaux en dentelle, remplacés par des stores épurés, où, quand ça a été posté, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Hier, disait Élodie doucement, je continuais à fixer l'image, chaque détail, une trahison, le torchon à motif citron que j'aimais, disparu, l'aimant de mon voyage à Aix-en-Provence, envolé. À sa place, une scène soignée pour des likes et commentaires d'inconnus. Chep, ma cuisine, disais-je, pas à elle, pas à quelqu'un, juste un souffle d'incrédulité. Je m'en doutais, disait Élodie, elle n'insistait pas. Restez là, avec moi, tandis que la froide réalisation m'envahissait. Mes mains tremblaient. En rendant la tablette, l'image était déjà gravée dans mon esprit. C'était pas juste une rénovation, c'était un remplacement, un effacement discret. Il n'avait pas été distrait, il rebrandissait ma vie comme une émission de rénovation immobilière et soudain, tout faisait sens, le silence, l'absence, l'empressement à m'envoyer, récupérer. Il ne préservait pas ma vie. Pendant ma guérison, il l'a vidée pièce par pièce, pendant que j'étais pas là pour les arrêter. J'appelais Adrien 3 fois cette nuit-là, pas de réponse, juste sa voix creuse, impersonnelle. Vous avez joint Adrien,
laissé un message la première fois. Je ne disais rien, tenais juste le téléphone à mon oreille, essayant de décider si je devais pleurer ou crier. Rien ne venait. Je raccrochais. La seconde fois, je murmurais Hein, mon chéri, Hélène. J'ai vu le poste d'Hélène. On dirait que la maison avance. Je voulais juste demander quand puis-je rentrer. Je m'arrêtais là. Pas d'accusation, pas de larmes. J'espérais encore Dieu sait quoi. Une explication, des excuses, une assurance que c'était un gros malentendu. Mais la vérité, je la connaissais déjà. Au troisième appel, je laissais un message plus long. Adrienne, je ne comprends pas ce qui se passe. C'était ma cuisine, ma maison. Je sais que tu disais que c'était temporaire, mais ça fait des semaines. Je me sens plus forte maintenant. Je peux me débrouiller seule. Je veux rentrer. Je marquais une pause, ajoutais plus bas, vous me manquez, ma maison me manque, appelle-moi, s'il te plaît. Je terminais l'appel, resté là, tenant le téléphone, comme une encre m'empêchant de couler dans la moquette beige. Toujours rien, pas de sonnerie, pas de vibration, pas un mot de mon fils. Cette nuit, je ne dormais pas, fixé le plafond, regardant les ombres bouger. À chaque voiture, passant dehors, le faible bourdonnement du chauffage, les craquements occasionnels des tuyaux, tout semblait distant, irréel. Dans l'obscurité, je commençais à faire ce que je m'étais interdit. Je repassais chaque conversation, chaque papier signé. Avais-je manqué quelque chose? Avait-il glissé quelque chose dans les formulaires d'autorisation médicale pendant que j'étais brumeuse, effrayée? Je me souvenais d'Hélène assise près de mon lit la première semaine, porte-bloc and main, disant « Ne t'inquiète pas, cette routine signe ici. Pour qu'on puisse parler à tes médecins. Était-ce ça? Leur avais-je donné les clés de ma vie? Pendant que je récupérais, je me sentais stupide, vieille, faible et pire encore, seule. Car que faire quand l'enfant que vous avez élevé utilise votre vulnérabilité comme un outil contre vous? Vous commencez à tout remettre en question, y compris vous-même. Les familles montrent leurs vraies couleurs. Quand il y a des papiers en jeu, disait Brigitte nonchalamment, ouvrant un pot de yaourt avec la même insouciance qu'elle mettait en tout. Elle avait 70 ans, s'était cassé la hanche dans une chute 2 mois avant, ne croyait pas aux enrobages. Que veux-tu dire? Demandai-je, feignant le désintérêt, mais mes doigts serraient la tasse de thé à la verveine que je n'avais pas touchée. Elle haussait les épaules. Vu ça, avant, une amie est entrée en rééducation pour son genou. Revenue, sa fille avait vendu la maison, disant que c'était trop pour elle à gérer, la mise dans un appartement pour seniors sans demander, pris son chat aussi. Je clignais. Sa fille a fait ça. Ouais, Brigitte prenait une cuillerée de yaourt, souriait tout le temps, disait que c'était pour sa sécurité, qu'elle s'adapterait. Je ne répondais pas, fixais la vapeur de mon thé, essayant de ne pas imaginer mes rosiers arrachés ou ma vaisselle emballée, listée en ligne. Brigitte me regardait, yeux vifs, malgré sa démarche lente,
Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait regarder comme si on t'avait retiré le tapis sous les pieds? J'hésitais, puis disais prudemment, je pense que mon fils et sa femme prennent des décisions sans moi. Elle reniflait. Eh bien, joins le club. La plupart des gens de notre âge sont invisibles, sauf quand on paie quelque chose. Je voulais dire non, qu'Adrien n'était pas comme ça, qu'il m'aimait, que je devais mal comprendre, que je n'avais pas élevé quelqu'un qui volerait la maison sous les pieds de sa mère. Mais mon silence parlait pour moi. Le ton de Brigitte s'adoucissait légèrement. Écoute, peut être que c'est pas ce que tu penses, peut être qu'ils sont juste maladroits, mais si ton instinct te dit que quelque chose cloche, ne l'ignore pas. Fais vérifier les papiers et ne fais confiance à personne qui sourit trop en te tendant un stylo. Je riais faiblement, bien que rien ne soit drôle. Elle avait raison. Chaque fois qu'Hélène expliquait un formulaire, elle portait ce sourire poli, celui qu'on répète devant un miroir, celui qui ressemble à de la gentillesse, jusqu'à ce qu'on réalise que c'est la dernière chose vue avant que le piège ne se referme. J'ai signé des choses, disais-je doucement. J'étais encore groggy de l'AVC. Il disait que c'était temporaire, juste pour les trucs médicaux. Alors, tu ferais mieux de vérifier ce que temporaire veut dire, disait Brigitte, léchant sa cuillère. Nuit. Pendant qu'elle ronflait, je fixais le plafond, me demandant à quel point j'avais été dupée et combien de ce que je pensais encore être à moi ne l'était plus. Le lendemain matin, je passais l'appel pas à Adrien, pas à Hélène, à ma banque. Ça commençait simplement un besoin instinctif de reprendre le contrôle. Peut être qu'en voyant mon solde, en transférant quelques factures moi-même, je me sentirais moins comme un fantôme hantant ma vie. La femme au téléphone était polie, professionnelle. Puis-je vérifier votre identité? Madame, demandait-elle, après que je donnais mon nom. Bien sûr, disais-je, répondant aux questions habituelles, date de naissance, adresse, 4 derniers chiffres de ma sécurité sociale. Puis venait la pause, elle s'éclaircissait la gorge. Je suis désolée, Madame Martel, je ne peux pas vous donner accès au compte. Vous n'êtes plus la gestionnaire principale. Je me figeais. Elle parlait lentement, comme si j'avais un problème d'audition. Le compte a été mis à jour il y a 5 semaines. Il y a maintenant un représentant désigné. Toute activité doit passer par lui. Je serrai le téléphone plus fort, qui est le représentant. Elle hésitait, Hélène Dubois-Martel. Mon souffle s'arrêtait. C'est ma belle-fille, disais-je automatiquement, bien que les mots semblaient étrangers, comme un titre expiré sans préavis. Je comprends, disait la femme doucement. Mais sauf si vous venez en agence avec une pièce d'identité et des documents légaux révoquant son autorité, je ne peux pas vous donner accès. C'est pour votre protection. Je voulais crier « protection ». Il disait la même chose. Quand il m'avait mise dans ce centre, quand il changeait les serrures, et maintenant il le disait alors qu'il me verrouillait hors de mon compte, pour ma protection. Comment a-t-elle été ajoutée? Demandai-je, voix tremblante. Elle a présenté un formulaire de procuration signé
datée de la semaine de votre hospitalisation. Ma main devenait froide. Je me souvenais du porte-bloc, de la hâte à signer, de la manière dont Hélène souriait, disant « c'est juste pour gérer les papiers d'assurance ». Encore ce sourire, le répéter. Je raccrochais sans finir l'appel. Mon thé avait refroidi, ma colonne semblait de glace. Je ne savais pas ce qui m'effrayait plus. Réaliser que j'avais perdu le contrôle de mes finances ou le fait de ne l'avoir remarqué qu'à cet instant, tout ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient fait discrètement, avec une fausse sollicitude, des papiers, des sourires. Et ce qui terrifiait, c'est qu'ils n'avaient pas eu à forcer ma vie. Je la leur avais donnée, mains ouvertes, confiantes. Ils l'avaient prise sans jamais la rendre. Je quittais la résidence des Lilas 2 jours plus tôt, sans le dire à Adrien, ni à Hélène, juste emballer mes affaires, demander à Élodie d'appeler un taxi. Le trajet vers Chartres semblait une traversée en territoire ennemi. Mon estomac se nouait à chaque rue familière, les arbres que je taillais, la boîte aux lettres, où je glissais des notes pour le facteur pendant les fêtes. Chaque mètre était à moi. Pensais-je, le taxi s'arrêtait au trottoir. Je sortais lentement, canne dans une main, sac de voyage dans l'autre. Mon souffle s'arrêtait en levant les yeux. Nouvelle serrure, nouvelle sonnette, mon nom absent de la boîte aux lettres. Autrefois, c'est Martel, maintenant juste les martels. Je restais là un instant, clignant des yeux, comme si c'était un jeu de lumière. Puis je prenais ma vieille clé, car au fond, je voulais encore croire que j'avais tort, que peut-être ils avaient juste amélioré les serrures pour la sécurité, que c'était pas ce que ça semblait, mais c'est exactement ça. La clé ne fonctionnait pas. Je trifouillais encore quand la porte s'ouvrait. Hélène se tenait là, un lying blouse en soie, tenant un café au lait, comme un mardi ordinaire. Céline, disait-elle, sa voix empreinte de condescendance, je savais pas que tu sortais tôt. Je reculais légèrement. Pourquoi la serrure est changée? Elle souriait. Pour la sécurité, il y a eu beaucoup de vols récemment. C'est ma maison, disais-je, cœur battante. Hélène ne sciait pas. En fait, non, je la fixais. Ne comprenant pas, elle levait un dossier manie, le tapotait doucement. Tu as signé les papiers de transfert. Tu te souviens, pour les impôts. Adrien a tout expliqué. Non, j'ai signé une procuration pour les formulaires médicaux. Elle riait. C'était une partie, mais tu nous as donné l'autorité pour gérer d'autres affaires aussi. Tu étais encore dans le brouillard de l'AVC. Nous pensions nous en occuper pendant que tu te reposais. C'est tout légal. Je secouais la tête. Je n'ai jamais accepté ça. C'est, disait-elle, simplement, tu ne réalisais juste pas ce que tu acceptais. Et juste comme ça, la vérité s'effondrait autour de moi. Ce n'était pas un malentendu, c'est un accident. C'était un plan. Je veux parler à Adrien, disais-je, voix basse, tremblante. Il est au travail, disait-elle nonchalamment, sirotant son café. Et franchement, il est épuisé. Cette transition a été lourde. Nous nous installons,
Ta présence ici va juste compliquer les choses. Je jetais un œil par-dessus son épaule, mon salon, mon fauteuil, mes photos encadrées, tout encore là, mais l'air sentait différent. Comme si quelque chose d'aigre s'était installé. Hélène sortait, tirait la porte à moitié derrière elle, baissant la voix. Tu devrais partir, Céline. Il y a une très belle maison de retraite qu'Adrien a trouvée, abordable, 2 horas. Ta propre chambre, sans stress. Je ne bougeais pas. Je sais que c'est dur, ajoutait-elle, fausse sympathie épaisse dans la voix. Mais nous devions penser à l'avenir. Tu n'es plus vraiment capable. C'est mieux ainsi. Mes jambes vacillaient. Je serrais ma canne plus fort. Pas capable. Je voulais crier, casser quelque chose, la secouer jusqu'à ce que la vérité sorte. Que Adrienne accourt disant que c'était une terrible erreur. Mais personne ne venait. Juste moi, les perron, la canne et mon nom disparu, arraché de tout ce que je possédais. À cet instant, j'arrêtais d'attendre un sauvetage, car ceux qui vous mettent dehors ne reviennent jamais vous ouvrir. Je ne me souviens pas d'avoir quitté la maison, seulement de la douleur dans mes genoux en descendant du perron, de la manière dont Hélène n'attendait même pas le taxi, fermant juste la porte, comme si j'étais une démarcheuse vendant quelque chose dont personne ne voulait. Je m'asseyais à l'arrêt de bus au bout de la rue presque 1 heure. Je n'appelais personne. Ne pleurez pas. Restez là, regardant le ciel devenir gris, tandis que le soleil plongeait derrière les arbres. La canne semblait plus lourde, le sac de voyage sur mes genoux s'enfonçait dans mes cuisses, mais je ne le bougeais pas. Finalement, j'appelais une personne, Monique. Nous n'avions pas parlé depuis des mois, peu être plus. La vie nous avait éloignés, mais je savais que le son de sa voix serait une bouée. Céline, répondait-elle, essoufflée, comme si elle s'était précipitée pour répondre. J'ouvrais la bouche, mais rien ne sortait, juste de l'air. Céline, vas-tu bien? J'ai besoin d'un endroit où rester, murmurai-je. Elle ne demandait pas pourquoi, disait juste je mets la bouilloire. En arrivant à Blois, Monique avait gonflé les coussins du canapé, sorti les bonnes couvertures, celles réservées à ses petits-enfants. Elle faisait du thé comme je l'aimais, trop de miel, un trait de lait, et n'insistait pas, jusqu'à ce que je sois prête. Je lui racontais tout, la résidence des Lilas, l'appel à la banque, la serrure, le sourire narquois d'Hélène, mon nom absent de la boîte aux lettres, le visage de Monique, passé de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à une colère proche. Tu dois te battre, disait-elle, posant sa tasse avec un claquement sec. Tu dois, ils ne peuvent pas tout prendre. J'ai signé quelque chose, avouai-je, voix tremblante, à l'hôpital. Une procuration. Adrien disait que c'était juste pour parler au médecin. Monique me fixait la stoulou. Je lui faisais confiance, disais-je. Elle ne parlait plus longtemps. Quand elle parlait, enfin, sa voix était douce. C'est la pire partie, n'est-ce pas? Pas les papiers, pas la maison. Le fait que c'était lui, je hochais la tête. Écoute, continuait-elle, voix gagnant en force, ça arrive plus qu'on ne pense.
Ils attendent que tu sois vulnérable, malade, fatigué. Ils s'orientent, parlent doucement et prennent tout, mais tu n'es pas impuissante, tu has encore ton esprit du combat. Et moi, ma gorge se serrait, je n'avais pas entendu quelqu'un dire ça depuis si longtemps, que je n'étais pas seule. Monique versait plus de thé, ajoutait, tu ne retournes pas là-dedans, sauf à tes conditions, compris. Je ne hochais pas tout de suite. Je n'étais pas sûre de pouvoir défaire ce qui avait été fait, mais pour la première fois depuis des semaines, l'engourdissement craquait et quelque chose dessous, peut être de la rage, commençait à respirer. Le lendemain matin, Monique posait un prospectus devant moi, entre une assiette de tartines, montée à peine touchée, aide juridique pour seniors, disait-il. Protéger les aînés contre l'abus financier, la coercition, la fraude. Ils ont aidé mon cousin l'an dernier, disait Monique, versant plus de café. Son fils a essayé de réhypothéquer sa maison sans lui dire. Ces gens ont regardé les papiers, tout gelé en une semaine. Je fixais le papier, puis elle... tu penses que c'est de l'abus? Monique ne sciait pas. Comment appeler ça autrement? Tiline, ils ont pris ta maison, ton homme, ton argent, t'ont enfermé dehors comme un chat errant. C'est pas un malentendu, c'est une escroquerie. J'expirais lentement. Je ne peux toujours pas croire Adrien. Adrien a laissé faire, interrompait-elle doucement, qu'il l'ait poussé ou laissé Hélène faire le sale boulot. Il a laissé faire. Je regardais le prospectus un numero en bas. Je prenais mon téléphone. La réceptionniste au téléphone était calme, professionnelle, demandait mon nom, mon âge, un résumé de ce qui s'était passé. Quand je mentionnais la procuration, elle m'arrêtait. Avez-vous une copie du document? Non, disais-je. Je l'ai signé à l'hôpital. Hélène l'avait, je ne l'ai même pas lu. Je récupérais encore une pause. D'accord, c'est utile. Si il a été déposé pendant une période d'altération cognitive ou physique et sans conseil juridique indépendant, nous pouvons le contester. Mon cœur s'emballait. Vous pouvez absolument, disait-elle, mais nous aurons besoin de preuves, emails, textos, tout papier qu'ils vous ont donné et vérifiez votre état mental au moment de la signature. Les dossiers hospitaliers aideront. Elle me donnait une liste. Je notais chaque mot. Ce soir-là, j'ouvrais mon vieux compte email sur la tablette de Monique, commençais à fouiller. Je trouvais la photo qu'Hélène m'avait envoyée de la cuisine rénovée, les textos où elle disait ne stresse pas, Céline, nous gérons tout pendant ta récupération. Le message d'Adrien de la première semaine signe tout ce qu'Hélène te donne. C'est standard. Un mot au goût de cendre. Je sortais chaque reçu de mon portefeuille de la résidence des Lilas, notais chaque date dont je me souvenais, les jours où je manquais des médicaments, parce que je ne pouvais pas parler assez clairement pour demander les fragments de ces jours brumeux formaient une image, une femme
exploitée à son plus bas par ceux en qui elle avait le plus confiance. Monique m'aidait à tout organiser dans un classeur. Elle codait par couleur avec des onglets textos, emails, relevés bancaires, photos. Tu vas entrer dans ce bureau avec un dossier, disait-elle, refermant la couverture. Tu n'es pas juste une victime, tu es leur pire cauchemar, une victime qui note. Je souriais pour la première fois depuis des jours, car elle avait raison. Ils avaient volé la mauvaise vieille femme. Et maintenant, je rassemblais chaque reçu de trahison, chaque preuve, et j'allais tout utiliser. 2 jours plus tard, je le tenais dans mes mains, le document qui changeait tout. Hélène l'avait déposé à l'hôpital, discrètement, avec assurance, un paquet mince, fade, étiqueté procuration limitée, une copie obtenue par l'équipe d'aide juridique, tamponnée, datée, signée de mon gribouillage, tremblant en bas de la page 3. Je le fixais près de 10 minutes avant de pouvoir lire au-delà du titre. Le texte était précis, stérile. Un langage légal conçu pour embrouiller, mais enfoui dans les petits caractères, juste sous un paragraphe sur l'autorité administrative de routine, il disait « L'autorité inclut, sans s'y limiter, les transactions financières, la gestion de propriété, les décisions légales, jusqu'à ce que le principal révoque par écrit ou soit jugé pleinement réhabilité ». Je clignais. Ils n'avaient pas juste géré mes dossiers médicaux. Ils s'étaient donné un accès légal à tout. Le document temporaire, sans date d'expiration, sans clause, exigeant une réévaluation médicale, sans supervision tierce. C'était grand ouvert et Adrien. Adrien avait signé comme témoin. Je m'adossais à la chaise, mains tremblantes. Je me souvenais si clairement maintenant. L'infirmière venait de me donner quelque chose pour le mal de tête. Flottais. Adrien tenait ma main, tandis qu'Hélène planait à mes côtés, feuilletant des pages. To nos face confiance. Non, disait-elle, on a juste besoin de simplifier. Pendant que tu te reposes, j'avais hoché la tête. Bien sûr que je leur faisais confiance et ils avaient tout pris sous le déguisement de l'aide. Je passais la copie à l'avocate de l'aide juridique, Maître Sophie Lemoine, 3611, une femme aux yeux vifs, à la voix d'acier et de miel. Elle lisait une fois, puis encore, plus lentement. Sa bouche, c'est crispant. Ça a été rédigé pour sembler inoffensif, disait-elle, mais ils l'ont utilisé comme un pied de biche. Puis-je le révoquer? Demandai-je. Vous l'avez déjà fait en nous contactant, disait-elle, mais nous allons nous assurer qu'un tribunal le voit aussi, surtout une fois que nous déposerons pour une injonction sur la maison. Injunction, répétai-je, ça veut dire, disait Sophie, se levant, nous gelons la propriété avant qu'ils ne vendent, refinancing ou vidant autre chose. Ils ne peuvent pas profiter d'un pouvoir volé, pas sous notre surveillance. Je sentais mon souffle s'arrêter, pas sous notre surveillance. Plus maintenant, Châtenoïte, je plaçais la copie de la procuration près du classeur que Monique et moi avions construit. C'était surréaliste. Tenir la preuve de ma propre perte, mais pour la première fois, je ne me sentais pas impuissante, car je voyais exactement ce qu'ils avaient fait.
Et ça signifiait que je pouvais enfin, légalement, le défaire. Je disparaissais de leur monde, mais pas du combat. Pendant qu'Adrien et Hélène souriaient sur des selfies Instagram dans mon salon, je m'asseyais dans des bureaux d'aide juridique, imprimant des relevés bancaires, notarisant des lettres, pendant qu'ils postaient des légendes comme Maison douce maison, Cœur rouge, bénière. Je signais des affidavits sous serment, liant mon nom à la vérité. Sophie le disait mieux, il compte sur le silence. C'est comme ça que ça marche. Tu restes silencieuse et ils s'en sortent. Je ne restais plus silencieuse. Nous construisions le dossier brique par brique, commençant par la chronologie de l'hôpital, les dossiers médicaux, les médicaments pris, le brouillard cognitif documenté de mon AVC. Nous incluons chaque texto d'Hélène pendant ma récupération, surtout celui où elle écrivait « Ne stresse pas, Céline, nous gérons tout ». Sophie souriait en voyant celui-là. Tout, Hein, ça va être joli devant un juge. Je ne parlais pas à Adrien, pas une fois. Ne répondez pas à ses textos, ne décrochez pas. Quand il appelait 2 fois en une semaine, probablement une panique de dernière minute, quand leur courrier rebondissait ou quand la banque signalait son compte à cause de nos dépôts, je restais chez Monique à Blois. Nous mangions des dîners calmes, parfois en silence, d'autres fois en repassant chaque insulte d'Hélène comme une préparation au combat. Monique appelait ça des répétitions pour une vengeance justifiée. Et pourtant, les photos continuent. Hélène posant avec une planche de charcuterie dans ma cuisine, Adrien trinquant avec ses amis sur ma terrasse, un post jeudi reconnaissant, montrant le salon que j'avais décoré pendant 30 ans avec une légende suffisante sur les nouveaux départs, mais il ne savait pas ce qui venait. Il ne voyait pas les papiers déposés. Le juge examinant notre demande d'injonction, le gel placé sur la propriété, la date du tribunal fixée, il riait sur le perron pendant que je chargeais des preuves dans des dossiers. J'essayais pas de les ruiner. Je voulais me restaurer. Et si reprendre ce qui est à moi, les laisser exposer, apprendrait-il enfin la différence entre héritage et vol, entre amour et possession, entre une femme silencieuse et une femme qui avait simplement été silencieuse trop longtemps. Le coup à la porte n'était pas le mien. Il appartenait à l'adjoint du shérif à mes côtés. Il portait des lunettes noires, tenait un porte-bloc d'une main, une ordonnance pliée de l'autre. Sa présence n'était pas bruyante, mais finale. Hélène ouvrait la porte avec son sourire peint habituel, formant déjà le mot bonjour, avant que ses yeux ne se posent sur le badge, puis sur moi. Son visage s'effondrait. Qu'est-ce que c'est? Lançait-elle. Reculante, l'adjoint parlait calmement, sans émotion. Je suis ici pour remettre et appliquer une ordonnance judiciaire. Cette propriété est sous gel légal immédiat en attente d'une enquête sur l'exploitation des aînés et un litige de fraude sur l'acte. Adrien apparaissait derrière Pietz, nous tenant une pomme à moitié, mangée. Il se figeait à mi-morsure. Je m'avançais pas à l'intérieur, juste au seuil. Bonjour, Hélène.
disais-je doucement. Elle secouait la tête, bouche ouverte, comme essayant de trouver une défense. C'est notre maison. Non, disais-je, la regardant droit dans les yeux, c'est la mienne. Et le tribunal est d'accord. L'adjoint lui tendait l'ordonnance pliée. Vous ne pouvez pas faire ça, criait-elle. Voix montant, tu as signé les papiers et le tribunal décidera si ces signatures étaient obtenues légalement, disais-je. En attendant, vous n'êtes pas autorisé à vendre, transférer ou modifier cette propriété de quelque manière que ce soit. Adrien n'avait toujours pas parlé. Il restait derrière, lèvres entr'ouvertes, yeux fixés sur le papier dans sa main. Il ne me demandait pas si j'allais bien. Ne niez pas ce qu'ils avaient fait. Restez là. J'ai gardé Tchariver. La voix d'Hélène craquait, vieille, vindicative. L'adjoint levait une main. Ça suffit. Madame, vous êtes notifiée. Vous pouvez contester par les voies légales, mais aujourd'hui, vous devez vous conformer. Hélène claquait la porte si fort, les fenêtres tremblaient. Je restais là un instant, écoutant le son étouffé de sa voix montant de l'autre côté. Puis je me tournais, descendais les marches. Ma canne tapait sur le béton. Comme une ponctuation, chaque pas une phrase disant vous n'effacez pas des gens comme moi. Vous ne volez pas des années de labeur avec une signature, un sourire narquois. Et vous ne faites pas taire quelqu'un juste parce qu'il a été silencieux assez longtemps pour vous faire sentir en sécurité. J'avais pas besoin de dire un mot de plus. La maison était gelée, mais j'étais enfin en mouvement. La salle d'audience était froide, pas en température, mais en ton panneau de bois stérile, un ventilateur bourdonnant, le bruissement discret des papiers. Tandis que les avocats se préparaient, mais je m'asseyais droite, mains croisées sur mes genoux, vêtue du costume bleu marine que Monique insistait pour que je porte. On dirait quelqu'un qui possède encore son esprit, disait-elle ce matin, en me fermant la fermeture, qu'ils essaient de dire le contraire. Hélène était à la table des plaignants, dans une blouse blanche impeccable, cheveux tirés en arrière, comme une épouse de politicien, Adrien à ses côtés, yeux baissés, épaules raides, comme s'il voulait disparaître. Leur avocat, un jeune homme élégant en costume ajusté, se levait en premier. Votre honneur, commençait-il, nous pensons que l'état mental de Madame Martel, au moment de la signature de la procuration, était compromis. Elle venait de subir un AVC, était sous forte médication. Ses enfants agissaient dans son intérêt. Il désignait Hélène d'un geste répété. Madame Dubois-Martel agissait uniquement pour assurer que les finances, la propriété de sa belle-mère, soient gérées de manière responsable pendant sa récupération. Toutes les actions étaient légales. Maître Sophie Lemoine se levait. Objection, si Madame Martel était inapte à prendre des décisions financières, elle était certainement inapte à signer une autorité légale. Les défendeurs ne peuvent pas avoir les deux. La juge hochait la tête. Retenue, poursuivez votre argument. Sophie avançait, document en main. Votre honneur,
Nous avons des dossiers médicaux du jour, de la signature. Madame Martel était sous médication post-AVC, affectant sa cognition, sa mémoire. Elle n'avait pas de conseil juridique indépendant. Le document a été entièrement facilité par les défendeurs qui avaient un intérêt financier clair dans le résultat. Mais elle tendait des rapports hospitaliers, des journaux d'infirmières, une déclaration de Brigitte Vidal, ma vieille colocataire à la résidence des Lilas, puis elle jouait les enregistrements, mes messages vocaux, les messages sans réponse, les posts Instagram d'Hélène montrant les rénovations faites avant même le transfert de l'acte. Et enfin, ma voice claire, stable dans la déposition filmée, je n'étais pas confuse, disais-je à l'écran. J'étais épuisée, je leur faisais confiance. Je pensais qu'ils m'aimaient. Silence dans la salle, même la posture d'Hélène s'affaissait légèrement quand la juge se tournait vers moi, demandant si j'avais quelque chose à dire. Je me levais lentement. J'ai tout donné à mon fils, disais-je, voix calme mais ferme. J'ai mis la maison à mon nom, travaillé des décennies pour la garder. Je n'ai jamais eu l'intention de la céder, pas de mots vivants. Je regardais Adrien directement, je pensais, en facilitant les choses pour lui, qu'il me protégerait. Au lieu de ça, ils m'ont rendu jetable. Adrien ne levait pas les yeux. La juge prenait des notes, hochait lentement la tête, puis se tournait vers Hélène. « Avez-vous quelque chose pour réfuter ces preuves ?» Hélène s'agitait, se penchait vers son avocat, mais ne disait rien, car il n'y avait plus rien à dire. Il s'attendait à gagner par défaut, mais j'étais pas arrivée vide. J'avais la vérité des hechos. Et la force qu'il n'attendait pas que je trouve, le marteau frappait une fois sur la base des preuves présentées. Ce tribunal conclut que le transfert de l'acte de propriété de Céline Martel à Adrien et Hélène Dubois-Martel a été effectué sous des circonstances trompeuses, sans consentement éclairé. Mon cœur s'arrêtait. La procuration a été utilisée au-delà de son intention initiale. Elle est annulée. Le transfert de l'acte est inversé. La propriété revient à Céline Martel. Effectif immédiatement. Je ne respirais pas. Restais là, tandis que les mots s'installaient comme la poussière après une démolition. Stable. Finale. Hélène haletait près d'Adrien. Sa contenance se brisant en un souffle irrégulier. « C'est insensé !» criait-elle. « Elle ne veut même pas de cette maison. Elle ne peut même pas gérer les escaliers. La juge ne s'y est pas. Vous pouvez faire appel si vous choisissez, mais la décision tient. » Sophie touchait doucement mon coude. « C'est fini !» murmurait-elle. « Tu as gagné ?» Hélène se tournait vers Adrien, lui frappant le bras, dit quelque chose, Element. Mais Adrien se levait sans mots, sans contact visuel, glissait ses mains dans ses poches, sortait, ne regardait pas en arrière, ne la défendait pas, ne s'excusait pas, partait juste. Les portes de la salle se refermaient derrière lui avec un bruit sourd. Hélène s'asseyait, visage rouge, marmonnant pour elle-même, le sourire confiant qu'elle portait comme un bouclier s'effondrait complètement, écrasé par le poids de sa propre arrogance. Je
me lever sur des jambes tremblantes. Mon nom était à nouveau le mien, ma maison, ma vie. Mais je ne me sentais pas triomphante, pas encore, car il n'y a pas de victoire à réaliser qu'on était jetable pour ceux qu'on aimait le plus. Pas de vraie joie à les voir s'effondrer, juste une douleur discrète d'avoir été tissée dans leur vie. Monique m'attendait dehors, bras déjà ouverts. The last fight, murmurait-elle. Je l'enlaçai fort. Nous l'avons fait. Sophie nous rejoignait, papiers en main. Nous déposerons l'inversion officielle cette semaine et je recommande de mettre la maison dans un fidéicommis protégé pour que ça n'arrive plus. Je hochai la tête car ça n'arriverait plus, pas sous ma surveillance. Pas tant que j'avais souffle. Mémoire, un nom repris de force. Le serrurier finissait avant midi, à 12h05. Leur clé ne fonctionnait plus. Je me tenais dans l'entrée, les nouvelles serrures verrouillées, l'air lourd de silence. De polish au citron, les meubles étaient là, mais l'âme de la maison était enfouie sous leurs murs blanchis. Leur rénovation sans goût, c'était pas du confort, c'était la coquille de ce qui était à moi. Je posais une boîte de vieux rideaux, mes rideaux. Quand la porte tremblait sous 3 coups rapides, je ne tressaillais pas. L'ouvrais lentement. Hélène se tenait sur le perron, gloss à lèvres, étalée, lunettes sur la tête, comme revenant d'un brunch, pas d'une trahison. Adrien traînait derrière, mains dans les poches, visage crispé. « Tu as changé les serrures ?» disait-elle. Yeux grands d'indignation, jouer « Tu es sérieuse ?» Là, je m'écartais, mais ne les invitais pas à entrer. Plus tard cette semaine, je déménageais dans un petit appartement à Honfleur, en Normandie, simple, mais entièrement à moi. Depuis la fenêtre, je voyais le port scintiller sous les lumières du soir, les toits d'ardoise luisant après la pluie. Mon nom figurait sur le bail, ma clé de boîte aux lettres dans ma poche, une liberté retrouvée. J'avais acheté des rideaux en lin au marché local, une lampe en céramique patinée, une table en bois flotté, passe des mensajes, pas d'ombre, juste la paix et le début d'une nouvelle vie